Nous sommes samedi 22 octobre 2022, le moment pour nous de revivre l'essentiel de l'actualité de la semaine. Au sommaire de cette édition, le leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF en abrégé, en l'occurrence Ousmane Sonko, avait vu son émecoutour stoppé net par les gendarmes à Joal. Déclaration du leader à suivre dans ce journal. Et puis le président de la République assène ses militants de l'APR au sujet du troisième mandat. C'était le week-end dernier au Palais de la République. Explication à suivre dans cette édition. Et puis classement historique du champion d'Afrique sénégalais Sadio Mané à l'occasion de la 66e cérémonie de remise de Ballon d'Or au théâtre de Châtelet à Paris. Les amateurs du foot s'expriment également dans cette édition. Et puis la question d'employabilité des jeunes reste un véritable casse-tête pour notre pays. Comment y parvenir? Reportage à suivre dans cette édition. Et puis le mouvement des jeunes de la Ligue démocratique dénonce les conditions d'études dans nos écoles et déplore la cherté de la vie. L'actualité internationale et la base sportive mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, comme annoncé dans le sommaire, ce dimanche, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a vu sa tournée abrégée par les forces de l'ordre à Joal. Une situation qui n'a pas plu à Ousmane Sonko, qui, juste après l'interdiction préfectorale, a fait une déclaration pour rassurer ses militants, leur signifiant que le Némékoutour va se poursuivre dans les zones ciblées. À peine 24 heures après ma dernière sortie, pour apporter quelques éclairages sur les événements d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est indigne d'une démocratie comme le Sénégal. Ce qui s'est passé est la parfaite illustration des velléités dictatoriales de Macky Sall et de son régime. De quoi est-il question? J'avais annoncé depuis très longtemps notre programme de tournée nationale. En tant qu'acteur politique, c'est un minimum que de sillonner le pays à la rencontre des Sénégalais. Pour échanger, recueillir leurs doléances, vivre avec eux leurs problèmes, mais également pour partager avec eux les solutions que nous proposons pour amener le Sénégal à un autre niveau. Cette tournée, nous l'avons démarrée aujourd'hui. Et vous m'avez tous entendu hier dire clairement que je n'appelle à aucune mobilisation, aucun attroupement, parce que je ne suis ni en campagne électorale et je ne suis pas venu pour un meeting. Le concept du Némékoutour, qui peut signifier en français rendre visite aux citoyens là où ils habitent. Le concept du Némékoutour, c'est effectivement d'aller au plus près des réalités des Sénégalais. Et puis derrière tout ceci, au lendemain de cette déclaration du leader de PASTEF Ousmane Sonko, la conférence des leaders de PASTEF et de la coalition Yewwi Askan Wi est montée au créneau pour festiger l'arrestation du convoi d'Ousmane Sonko à Joal dimanche dernier. Ainsi, Khalifa Sall est ici pointe du doigt à Macky Sall, président de la coalition au pouvoir. Dans un communiqué, les leaders de Yewwi se disent plus qu'indignés par ce déni d'une liberté fondamentale, celle de mouvement liberté et du droit, parlant de tout citoyen, a fortiori leader d'une organisation politique, de rendre visite à ses militants. Je vous l'annonçais aussi dans le sommaire, suite au classement historique du champion d'Afrique sénégalais Sadio Mané à l'occasion de la 66e cérémonie de remise du Ballon d'Or, les citoyens sénégalais et amateurs de football se sont prononcés sur la performance du Lion. Si certains approuvent le sacre de Karim Benzema Kabenoueve, d'autres pensaient que vraiment Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Le micro de toi est signé Lenambay Abdouaziz Gueye. Il le mérite parce que Sadio a marqué sa génération par rapport au trophée et il le mérite l'année dernière franchement, et actuellement il est le premier pour nous parce que la performance et le talent, vraiment c'est notre fierté nationale. Franchement ça fait normal
Sadio Mané mérite la deuxième place, vraiment, mais le ballon d'or est franchement mérité par Karim Benzema. C'est ce que je pense vraiment. Les Noirs ne peuvent pas prendre le ballon d'or devant un blanc. Ils ne supportent pas et moi-même personnellement, je ne l'imagine pas franchement. Il le mérite même l'année dernière aussi. Mais c'est le blanc qui est comme ça. Mais nous sommes tous derrière Sadio pour l'encourager et prier pour lui. Le vendredi dernier au Palais de la République, la question du troisième mandat était au menu des débats entre les responsables de l'Alliance pour la République. Et selon le journal Les Échos, Macky Sall n'est pas passé par 4 chemins pour montrer aux responsables de l'Alliance pour la République qu'il est le seul maître de son agenda. Les explications. La question du troisième mandat était au menu de la discussion le vendredi dernier au Palais de la République avec les responsables de l'APR. Selon le journal Les Échos, lors de ce conclave, la plupart des intervenants ont demandé au président Macky Sall de déclarer sa candidature afin de mettre fin au débat et de leur permettre d'aller la défendre sur le terrain et dans les médias. Ainsi, le chef de l'État a catégoriquement refusé de se prononcer sur le sujet, disant à qui veut l'entendre que personne ne peut lui imposer son agenda. Macky Sall a demandé à ses troupes de travailler davantage pour conserver le pouvoir. Je pense qu'il faut aller travailler sur le terrain. Ce qui est important, c'est que chacun travaille pour la conservation du pouvoir. Nous avons un bon bilan, nous avons fait des réalisations que personne ne peut nier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler pour que nous conservions le pouvoir, a-t-il fait savoir à ceux qui voulaient le pousser à déclarer sa candidature. Poursuivant, le président de la République et le président du parti APR, très méfiant, reste droit dans ses bottes et dire à l'assistance, il est dit qu'un parti a la vocation de conquérir et de conserver le pouvoir, mais il n'est pas écrit nulle part que c'est une personne qui est appelée à conquérir et à conserver le pouvoir. L'essentiel, c'est de travailler, le reste, on verra. Depuis la nomination de Amadou Ba à la tête du gouvernement sénégalais, Macky Sall modifie progressivement le casting dans les différents services de l'État. Et parmi les changements marquants de ce mercredi en Conseil des ministres, c'est l'arrivée de Mamour Diallo, inspecteur principal des impôts et des domaines à la tête de la direction générale de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en remplacement d'Ababakar Mbaye, appelé à d'autres fonctions. De nouveau dans le trafic de visas et de cartes de séjour françaises au Sénégal. Selon Libération, la division des investigations criminelles a mis fin aux agissements d'un réseau international spécialisé dans le domaine de trafic de visas et entre autres. Les personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire passent désormais de 2 à 3. Il s'agit de Samba Ousmane Diaw, 32 ans, et son frère Moussa Diaw, 34 ans, et Boubacar Soumaré, 32 ans. Une enquête est toujours encore d'après le journal. Et puis cette semaine également, le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, à l'occasion de la première séance de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale, a plaidé pour un renforcement des fonds soutenus par la Banque mondiale pour répondre de manière efficiente aux défis et opportunités de l'Afrique. Suivez. On a géré tant soit peu la Covid-19. Et au stade où nous sommes, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est en train d'abriter l'unité de construction de vaccins contre la Covid-19 et les autres pandémies, telles que aussi la fièvre jaune. Et le troisième élément qui semble vraiment important, c'est revenu là-dessus tout à l'heure, c'est l'accroissement des investissements dans le domaine de l'agriculture pour renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le budget du département de l'agriculture a cru entre 2020 et 2022 de plus de 20%. Et le dernier élément qui est tout aussi important, c'est la résorption progressive du gap infrastructurel, parce qu'on a débuté l'exploitation du train express régional
et l'extension du réseau autoroutier où on avait trouvé 32 km d'autoroute, on est passé à 189 km d'autoroute. Okay. Voilà brièvement ce que je pouvais indiquer comme défi et comme opportunité que le Sénégal est en train d'exploiter. Je vous le disais dans le sommaire, Dakar regorge aujourd'hui un important nombre de jeunes qui courent encore derrière un premier emploi. Le système de recrutement ou le manque d'engagement des jeunes, c'est quoi le véritable problème face à cette situation? Léna Baye, Abdou Aziz Gueye, au reportage. La question du chômage des jeunes continue de plus belle, ce qui représente un véritable bombe à retardement. L'écrasante majorité de la jeunesse d'aujourd'hui a du mal à trouver un emploi. À qui les responsabilités? Les concernés ou les gouvernants? Cédric, lui, a déjà trouvé une porte de sortie et invite les jeunes à prendre conscience. En fait, moi je pense que le chômage, c'est déjà un état d'esprit. Donc la cause en elle-même, le gouvernement fait son travail. Moi je pense qu'ici, le gouvernement essaie de faire le travail et axé sur les services. Donc, s'il y a un taux élevé de chômage, c'est que la majorité de ces personnes ne cherchent pas à se promouvoir, ne cherchent pas à se mettre au travail. Donc, je peux voir ça aussi comme une sorte de faiblesse ou de paresse. Parce que ici, c'est beaucoup axé sur les services. Donc, je fais partie d'une prestation de service et je parle en connaissance de cause. Donc, c'est beaucoup axé sur les services. Et donc, c'est libre accès, ce n'est pas conditionné par un diplôme ou conditionné par un état d'études, mais c'est simplement par la disponibilité de la personne. Donc pour ceux qui sont chômeurs présentement, c'est certainement que c'est une preuve de paresse où ils ne veulent pas se conformer à un certain système afin de pouvoir gagner de l'argent honnêtement. Donc je pense qu'ici, en termes de chômage, il y a tellement d'activités qui sont mises en place pour permettre que ce soit la jeunesse, que ce soit aux personnes aguerries de pouvoir travailler et de pouvoir essayer quand même de pallier à certains besoins. Donc ils en font. Cet autre jeune jette la responsabilité à l'État, tout en sachant que la jeunesse a tout de même sa part dans le souci. La responsabilité, c'est des deux côtés, que ce soit l'État ou les jeunes qui ne veulent pas travailler. Mais c'est vraiment l'État qui doit créer des emplois parce que si on voit la majeure partie des jeunes, il y en a qui sont venus de l'étranger pour travailler ici dans des entreprises. Donc il faut avoir un bras long. Les jeunes veulent travailler mais ils ne voient pas l'emploi. Il y a aussi des jeunes qui aiment énormément la facilité, surtout des gens qui s'adonnent aux jeux de paris foot, c'est-à-dire l'argent facile. Et sur la question des solutions, mesures à entreprendre, Ndoye invite ses collègues à cravacher et oublier l'argent facile. La majeure partie des jeunes doivent prendre leur destin en main. C'est pas facile du tout, mais il faut tenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des entreprises. C'est vraiment leur persévérance, ce qui a envoyé, n'est-ce pas, vraiment ce succès. En gros, les gouvernants ont tout intérêt à revoir cette question d'employabilité des jeunes, dans la mesure où ils continuent l'écrasante majorité de la population sénégalaise. Il était également question de prise de fonction cette semaine, la cérémonie de passation de service entre Doudouka, appelé à d'autres fonctions, et le nouveau directeur général de la société anonyme Aéroport International Blaise Diagne de Dakar s'est déroulé dans une bonne ambiance. Dans son discours, le nouveau directeur général Abdoulaye Gueye invite tout le monde à faire de l'AIBD une vitrine attractive à travers le monde. J'ai observé un acteur averti de la vie politique et économique de notre pays, l'évolution de notre secteur d'activité, et je puis en témoigner, attester que beaucoup de progrès ont été réalisés depuis la création de la société anonyme à participation publique minoritaire AIBD SA en février 2006. Le nouveau visage de l'AIBD de Diass et les prometteuses mutations en cours dans nos aéroports régionaux témoignent assurément d'une vision stratégique savamment mise en œuvre. Je salue par conséquent, avec respect et cordialité, mes illustres prédécesseurs
dont évidemment mon ami et frère, le ministre Doudouka, sur qui pèse dorénavant la responsabilité de définir avec nous les acteurs opérationnels, les politiques sectorielles à même de faire de notre pays une destination touristique majeure en faisant de Dakar, en particulier, un hub aérien, conformément à la volonté et aux instructions de M. le Président de la République. Mesdames et Messieurs, dans leur structuration moderne, les aéroports internationaux ont cessé d'être des simples espaces de transit international, avec des millions de passagers qui partent et repassent, au gré des destinations aménagées. Il faut s'en convaincre. Nos aéroports ont aujourd'hui vocation d'être des leviers de développement, des poumons économiques, dont la vitalité irrigue des secteurs clés comme le tourisme, le commerce, la diplomatie économique. De l'AIBD au port autonome de Dakar à l'occasion de la décision du nouveau directeur général du port autonome de Dakar de procéder, n'est-ce pas, au désencombrement de la zone sud du port. 5 hectares ont été libérés pour les bateaux, une décision appréciée positivement par les chefs du service stratégie du port, estimant que c'est une décision qui leur permettra de gagner du temps au déchargement. Nous suivons successivement le directeur général technique et le haut commandant du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le port autonome de Dakar, est construit depuis quand même 1865. 1865 jusqu'à présent, fait à peu près 156 ans d'exploitation. Que le pays a changé, le nombre d'habitants a changé, les opérateurs ont changé et nous sommes conscients également du fait que la bataille maritime se gagne à terre. Donc aujourd'hui, cette opération consiste effectivement à désencombrer ce port-là, à libérer plus de terre-plein et à libérer également plus de linéaires de quai. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, effectivement, au niveau du poste, au niveau du môle 4, qui a 3 postes à quai, principalement le 41, le 42 et le 43. Le 44 existe, le 45 existe, également le 46, mais qui sont un petit peu orientés vers l'énergie que vous voyez juste à côté. Mais les postes qui sont commerciaux et qui sont en face de vous, effectivement, sont le 41, 42, 43, avec un total de linéaire de quai d'environ 450 mètres, qui peut acquérir des bateaux jusqu'à moins 10 mètres de profondeur et qui calent jusqu'à à peu près une longueur de 150 mètres. Aujourd'hui, on est en train de lancer une grande opération d'envergure qui consiste aujourd'hui à enlever toute la marchandise qui est en souffrance au niveau du port de Dakar. Je peux vous dire que c'est plusieurs milliers de tonnes de marchandises conventionnelles qu'on est en train d'enlever aujourd'hui au niveau de la zone nord. Et ça va nous permettre de gagner près de 5 hectares de terre-plein. 5 hectares de terre-plein voudrait dire qu'aujourd'hui, que tout le nuage de navires qui se trouvent au niveau de la rade extérieure, ils pourront être accostés au niveau de nos quais, avoir à leur disponibilité des terre-pleins pour décharger très rapidement. Pour les préparatifs du Forum international de la paix et de la sécurité en Afrique, le général de division Mbaye Cissé croit dur comme fer que la force africaine est en gestation pour pouvoir se doter des moyens qui manquent. Il était face à la presse ce mercredi. Suivez. Vous avez fait un constat que les missions onusiennes, malgré leur présence, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Et est-ce que l'Afrique, il n'est pas temps pour l'Afrique de disposer d'une force africaine? L'Afrique dispose déjà d'une force africaine. L'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine prévoit la création d'une force africaine en attente dans les 5 régions que compte le continent. Et le problème qu'il faut maintenant se poser, c'est pourquoi cette force n'est pas encore opérationnelle. Cette force n'est pas encore opérationnelle parce qu'elle n'a pas encore trouvé les moyens, surtout les moyens financiers. Puisqu'il est très facile de mettre en place une force sur le papier, mais un autre problème est de pouvoir doter cette force d'un financement durable et prévisible, de l'équiper convenablement pour s'acquitter de ses missions. Aujourd'hui, l'Union africaine travaille à aller de l'avant. Il y a un fonds de soutien de la paix qui est en place et qui cherche à mobiliser les moyens nécessaires pour opérationnaliser cette force. Mais théoriquement, on ne peut pas dire que l'Afrique ne dispose pas d'une force. Il y a encore un long chemin à faire, mais il y a des efforts qui sont là. Et le débat actuel qui s'oriente de plus en plus vers l'endonnégisation de la réponse, c'est un débat qui est positif, puisque même les Nations Unies, les organisations internationales commencent à réfléchir sur la possibilité de voir comment aujourd'hui financer
ces forces africaines à la place des missions onusiennes. C'est un débat qui est ouvert, qui est posé dans les instances même des Nations Unies. De nos jours, dans la capitale sénégalaise, trouver un logement décent est devenu un parcours de combattants. Entre les difficultés d'obtention des courtiers ou agences immobilières et la sûreté des loyers, les Dakarois accusent la politique d'obtention du toit. Le micro-trottoir est signé Pendagé Abdouaziz Gueye. Bon, à la base, actuellement, pour trouver un loyer, c'est un véritable problème. Oui, j'approuve. Parce que ça coûte cher, en fait, de louer quelque chose. Déjà, pour une chambre, ça va dans les 80 000 maintenant, alors qu'à la base, avant, c'était dans les 40, 50 000. Mais à nos jours, c'est devenu plus cher. Bon, j'imagine que c'est par rapport aux bailleurs, donc les propriétaires des logements, déjà, et une question de négociation par rapport à l'État. Depuis, on parle de changement, de baisse de loyer et tout, mais on n'a rien vu. Nous qui payons les loyers, on subit le coût, en fait. Donc, on paye cher. Déjà, par rapport à un appartement où tu as une chambre, salon, cuisine, toilette, imagine où tu payes 150 000 ou 140 000, c'est trop cher. Déjà, le problème par rapport au fait de trouver un logement, c'est par rapport aux agences. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui construisent leur maison déjà, pour commencer, et donnent ça à des agences. L'agence également, elle a une partie. La personne, elle a une partie. Donc, s'ils cumulent les deux pour quand même faire une somme par rapport à ce logement-là, c'est normal que le logement il soit assez cher en fait. Donc, c'est quelque chose vraiment qui impacte. Bon, pour les salariés déjà, ceux qui n'ont pas de revenus qui va jusqu'à plus de 200 000, ils sont impactés parce que tu ne peux pas gérer aujourd'hui ton loyer et gérer ta bouffe en même temps et tes besoins personnels. Donc, c'est un peu difficile à ce niveau-là. Bon, la solution pour moi, c'est juste de trouver un terrain d'entente entre les propriétaires et les locataires. Genre, essayer de parler, trouver une solution pour diminuer le coût. Parce que aussi, bon, on est tous débrouillards en fait. On n'a rien, on essaie de se relever. Et il faut qu'on trouve des mesures par rapport à ça. Et essayer de donner de la chance aussi aux Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas donner aujourd'hui des logements assez faciles à des personnes étrangères. Aujourd'hui, nous qui sommes dans ce pays, on n'arrive pas à trouver un logement assez stable en fait. Ça, c'est inapproprié en fait. Je vous le disais dans le sommaire, le mouvement des jeunes de la Ligue démocratique monte au créneau et déplore les conditions d'études dans nos écoles. Il dénonce également la flambée sans précédent des prix des denrées de première nécessité qui, selon eux, va inéluctablement déteindre sur la hausse des fournitures scolaires. Le Gamou de cette année a coïncidé avec la rentrée scolaire dans un contexte très difficile marqué par les inondations et la flambée des prix des denrées de première nécessité qui va inévitablement déteindre sur la hausse des fournitures scolaires, ce qui ne laisse indifférent aucun acteur du système éducatif. Ainsi, chacun doit devant y jouer sa partition. Pour l'amélioration des conditions d'études et de travail à l'école, nous jugeons nécessaire de nous adresser à nos concitoyens sénégalais à travers le point de presse de cet après-midi du 15 octobre 2022 pour communiquer sur les problèmes de l'école et les solutions idoines. Les problèmes, les inondations, tout le monde constate ce qui se passe dans le Sénégal. L'accès aux établissements. La plupart des élèves seront obligés de patauger ou de guérir pour se rendre à l'école, ce qui décourage les apprenants. Les abris provisoires, le déficit d'enseignants, le démarrage tardif des enseignements-apprentissages. Oubitei, disait-il, Oubitei Djangetei, mais ce qu'on a constaté dans la réalité, c'est Oubitei
la semaine prochaine ou plus tard. Depuis ce vendredi, la vente des maillots de l'équipe nationale interdite aux commerçants par la Fédération sénégalaise de football. Ces vendeurs qui ont déjà fait d'importantes commandes de maillots de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde haussent le temps. La Fédération sénégalaise de football, en collaboration avec la douane, a déjà pris la décision d'interdire l'entrée et la vente du maillot de l'équipe nationale de football à l'exception de la Fédération. Les commerçants de Marseille, Sandaga et Colobane se disent inquiets. Voilà, c'était tout pour l'actualité nationale. À présent, place à l'actualité internationale. Manifestation au Tchad, pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité des violences de ce jeudi au Tchad. Et puis au moins 150 morts au Soudan, seulement 2 jours dans des affrontements intercommunautaires dans le Nil bleu. Et au Royaume-Uni, après seulement 44 jours à la tête du gouvernement britannique et au Downing Street, Liz Truss annonce sa démission. Les détails de Yahragé. L'actualité internationale que nous démarrons au Tchad dans un message à la maison diffusé mercredi soir à la télévision nationale. Le président de la transition Mohamed Idriss Déby Itno a décrété un état de catastrophe naturelle. De graves inondations menacent la capitale et plusieurs villes longent les fleuves Logon et Chari, les 2 principaux cours d'eau du pays. Le président Itno a annoncé aux Tchadiens qu'il fallait s'attendre au pire si le niveau des eaux continue à monter. Ensuite, la France a procédé ce jeudi à une nouvelle série de rapatriements d'enfants et de femmes qui avaient rejoint les territoires contrôlés par les organisations djihadistes pendant l'existence du califat territorial de l'État islamique, un sujet délicat dans un pays marqué par les attentats de 2015. Au total, 15 femmes et 40 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie sont arrivés cette nuit à l'aéroport de Villa-Roublé. Enfin, pour terminer, c'est un nouveau pas législatif dans la concrétisation du conflit pour la population. Les territoires annexés par la Russie sont passés depuis minuit sous loi naturelle, mais le vrai changement, c'est la mise en place de 2 piliers de sécurité renforcés en Russie. Vladimir Poutine a aussi décidé de renforcer la surveillance de la logistique de l'armée. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Yahara pour cette actualité internationale. Maintenant, place à la page sportive. 2e journée, Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot, Casa Sport, Sonacos, Stade de Mbour à l'affiche de ce samedi. Éliminatoire CAN U23, le sélectionneur des Lions Demba Mbaye et ses joueurs prêts pour la double confrontation avec le Burkina Faso. La 12e journée de Première Ligue, Leicester de Nampalys Mendy bat Leeds United 2-0 et se donne un peu d'air. Les détails avec Pendagé. L'actualité sportive que nous démarrons avec la 2e journée du championnat national de Ligue 1 va offrir d'alléchantes affiches. Entre autres, la rencontre entre Génération Foot et Casa Sport, le duel des promus entre Sonacos et le Stade de Mbour. Après une première journée où certaines équipes se sont illustrées et d'autres qui accusent déjà un retard à l'allumage, cette 2e journée s'annonce encore plus passionnante, surtout avec un changement d'heure pour tous. Rendez-vous est pris ce samedi à partir de 16h30. Et puis le sélectionneur national de l'équipe sénégalaise des moins de 23 ans a fait un point sur la préparation des Lions en prélude de leur double confrontation contre le Burkina Faso dans le cadre du second tour des éliminatoires pour la CAN de cette catégorie. Les joueurs sont préparés au combat, nous sommes avec eux depuis 15 jours et on a multiplié les matchs, a déclaré le sélectionneur Demba Mbaye. Le match aller est prévu ce 23 octobre au Burkina et le match retour est prévu le 28 octobre au Stade Abdoulaye Wade. Enfin, pour terminer, dernier au classement de la première Ligue avant cette journée, Leicester s'est donné un peu d'air en battant hier soir Leeds United dans le cadre de la 12e journée du championnat. Laissé encore une fois sur le banc par Brendan Rodgers, le champion d'Afrique sénégalais Nampalys Mendy est entré à l'heure de jeu. Au final, la victoire 2-0 pour les Foxes. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end.